Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je vois que vous commencez à arriver. Vous êtes déjà 58, 60 personnes à être connectées. Donc, bienvenue dans cette nouvelle matinale des leaders éclairés, consacrée au leadership nouvelle génération. Donc, en attendant effectivement que eh bien, les participants puissent se connecter les uns après les autres, on accueille, merci Jacques, on accueille aujourd'hui beaucoup d'inscrits. Je remercie très particulièrement tous ceux qui, depuis le début, nous suivent sur ces matinales. Donc, depuis le mois de janvier, chaque mois, sont présents et ils sont assez nombreux. Et puis, je remercie tous ceux qui assistent pour la première fois à cette matinale. Bonjour Sophie, bonjour Claire, bonjour Joé, bonjour Hélène. Donc voilà, vous commencez au fur et à mesure à vous inscrire. Voilà, merci de nous dire bonjour, merci d'être à nos côtés. Alors, j'aurais 3 remerciements à faire. Le premier, c'est je remercie tous nos partenaires sponsors, l'Ordre des experts comptables, le magazine Décideurs, la Chambre des notaires, l'Ordre des avocats qui nous a rejoints récemment, Harmonie Mutuelle et puis le Crédit Mutuel Arkea Bank. Je remercie aussi tous ces sponsors-là qui nous aident à travers des dons. Et je rappelle que les bénéfices de ces dons seront donnés et distribués à 3 associations. Une association pour l'insertion des personnes dans le travail, une autre pour l'insertion des personnes en situation de handicap, et la 3e pour l'accueil des personnes en vulnérabilité. Donc voilà, puisque c'est vraiment les valeurs qu'on porte au sein de la fabrique. Je remercie aussi également nos partenaires médias et institutionnels qui permettent de faire rayonner cet événement et faire en sorte que vous soyez tous présents et de plus en plus nombreux à suivre nos matinales. Donc, merci à beaucoup à eux. Merci d'être les relais. Et puis, je remercie tout particulièrement aussi Corinne Bénet et son agence Mouvement Perpétuel pour son engagement à nos côtés sur la communication de l'événement. Et puis, je remercie aussi ma collaboratrice Angélique, qui anime les réseaux sociaux et qui vous envoie ces invitations, vous relance pour que vous puissiez être parmi nous ce matin et toutes les autres matinales. Voilà, je voulais vraiment vous remercier avant de démarrer et faire en sorte que vous ayez le temps de vous connecter et de nous rejoindre. Denis, on t'accueille aujourd'hui. Ouais, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation, Denis, à être parmi nous et à nous présenter cette nouvelle approche du leadership en 3D. Alors, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. On va attendre encore quelques minutes, 1 ou 2 minutes de plus, et puis on se lance, si vous voulez bien. Alors, je vous rappelle que ce cycle des matinales aura un point d'orgue le 12 juillet prochain, avec un événement en présentiel, et oui, c'est vrai, en chair et en os, après avoir reporté effectivement 3 fois l'événement pour des questions que nous connaissons tous aujourd'hui. Eh bien, le 12 juillet, nous organisons une rencontre sur invitation avec 200 dirigeants. Donc, ça se passera sur Lyon, à Valpré. Et dans cette soirée, qui a vraiment un format inédit, nous aurons l'occasion justement d'expérimenter notre leadership et d'approfondir ces notions-là. Donc, au travers d'ateliers expérientiels, on a 7 ateliers de prévus. Donc, vous verrez comment on expérimente son leadership avec les chevaux, avec le tir à l'arc, avec la musique, avec le théâtre, avec différents et quelques surprises aussi inattendues. Nous aurons 2 keynotes d'honneur. Donc, Fanny Laitier sera notre keynote d'honneur, qui est cofondatrice du fonds Généo. Denis Coquet sera également à nos côtés en 2e keynote d'honneur. Et puis, nous aurons une table ronde avec un certain nombre de dirigeants qui vont nous expliquer comment est-ce qu'ils ont pu se transformer pour transformer leur entreprise, transformer leur leadership pour faire en sorte, effectivement, de répondre aux enjeux actuels.
Donc voilà, une soirée très prometteuse. Il n'y a que 200 participants malheureusement avec les jauges et avec le contexte. On a voulu vraiment on a dû effectivement limiter le nombre d'invités. Donc je vous invite dès maintenant à pouvoir sur notre site demander votre invitation. Voilà, pour être sûr d'être présent lors de cette soirée. Alors, on va commencer. Donc, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui nous découvrent maintenant, donc je suis Muriel Montagnier. Je dirige et j'ai fondé mon cabinet qui s'appelle HMR Consulting et qui est un cabinet de conseil, de formation et de coaching. Donc, nous agissons, et c'est notre mission, au cœur des transformations individuelles et collectives à fort enjeu humain. Voilà, c'est ce qui nous anime, nos équipes de consultants, d'ingénieurs pédagogiques au sein de la fabrique, c'est de pouvoir accompagner ces transformations dans les entreprises et de faire en sorte que les richesses humaines soient au cœur de nos préoccupations. Alors, il y a 2 ans, j'ai fondé la Fabrique des leaders éclairés. Donc, cette fabrique-là, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, elle a pour mission d'éclairer les enjeux d'aujourd'hui et puis de révéler les potentiels de leadership à la fois individuels et collectifs pour y faire face. Donc, elle éclaire les enjeux comment? Au travers d'un think tank, donc, qui a démarré depuis le mois de janvier et qui est composé d'un petit groupe de dirigeants et de chercheurs qui explorent les nouvelles voies du leadership et puis les sujets d'actualité. Donc ça, c'est nos penseurs. Et puis, donc du coup, si vous vous sentez une âme de penseur aussi, si vous voulez échanger, transmettre, puisque ça va être l'objectif au travers de publications, de transmettre tous ces apports-là, j'encourage tous ceux qui souhaitent à nous rejoindre et à postuler sur notre site. Donc, ce think tank réfléchit aux enjeux et le Club des leaders éclairés, que nous lancerons au mois de septembre, rassemblera, lui, un cercle de dirigeants, donc à 3 niveaux, soit au niveau régional, soit au niveau national, soit au niveau international, parce qu'on a beaucoup de demandes, justement, pour pouvoir échanger entre pairs sur là des problématiques vraiment très opérationnelles. Donc, chaque dirigeant pourra échanger avec ses pairs pour trouver des solutions entre pairs, pour grandir entre pairs, pour se co-développer, c'est ce que, en langage un peu technique. Et ils pourront également s'emparer des sujets d'études du think tank pour justement apporter une caisse de résonance, puisque l'objectif, c'est non seulement de penser aux choses et d'éclairer les choses, mais c'est aussi de les rendre opérationnelles pour tout un chacun, pour tout dirigeant d'entreprise, pour que les choses puissent vraiment s'incarner dans l'entreprise et se déployer de manière très opérationnelle. Donc ça, c'est le deuxième, c'est ce qui est abrité par la fabrique. La troisième chose, c'est que la fabrique révèle les talents et également les potentiels de leadership individuel et collectif, donc au travers des parcours que nous avons balisés, soit en inter-entreprise pour les dirigeants, et que nous concevons sur mesure, donc en intra pour les équipes dirigeantes. Alors, ces parcours s'appuient sur une approche holistique qui est extrêmement puissante, très inédite, et qui bouscule tous les codes actuels. On utilise justement, et on s'appuie sur l'expérientiel, les chevaux, le tir à l'arc, les arts martiaux, la musique, comme clé d'entrée pour vraiment pour accélérer à la fois les prises de conscience et puis les déclics intérieurs qui vont permettre à tout un chacun, effectivement, de pouvoir prendre conscience et commencer à travailler ensuite sur ces déclics-là et développer ces 9 aptitudes du leadership éclairé. Donc voilà ce que c'est que la fabrique. Et voilà le lien qu'il peut y avoir entre ce que vous êtes, ce à quoi vous assistez, qui permet aussi d'éclairer les enjeux. Et c'est pour ça que j'invite des gens comme Denis Coquet. Denis ? Oui. Rebonjour. Salut, Muriel. Alors, Denis, toi, tu as un parcours très atypique. Dans une première partie de ta vie, tu as expérimenté à la fois des voies littéraires, des voies philosophiques, des voies spirituelles. Je crois que tu as passé jusqu'à 12 ans dans un monastère. C'est ça, Denis? Et puis, depuis 20 ans, tu œuvres dans le monde de l'entreprise et on te dit passionné de l'humain. Donc, c'est un grand mot, ça. Ça, c'est ce qu'on dit de toi. C'est ce que j'ai récolté. Hein. Donc, tu vois, quand j'ai demandé comment est-ce que Denis, qu'est-ce qu'il incarne pour vous, on dit il est passionné de l'humain. Et il y a 2 ans,
lorsque tu m'as présenté ta nouvelle approche, l'approche du leadership en 3D dont tu vas nous parler aujourd'hui, je t'ai demandé de m'en inspirer pour construire le parcours des leaders éclairés. Tu as eu la gentillesse d'accepter. Et puis, je t'ai demandé aussi de venir le partager aujourd'hui avec nous dans cette matinale. Donc, merci encore d'avoir accepté. Et puis maintenant, je vais te laisser la parole. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur cette nouvelle approche du leadership en 3D? Bonjour Muriel, bonjour à tous. Très curieux cet exercice où je te parle, je parle à une personne et il y en a une bonne centaine qui écoutent derrière. Il y a une vraie frustration de ne pas voir vos visages. Et ceux qui me connaissent savent que ça me met un peu en effort parce que je suis très inspiré par les regards, la soif, le désir de ceux qui sont présents. Donc là, j'ai le sentiment d'être sur une face nord pour moi. Puis en même temps, ce qui est un peu étonnant, c'est le dialogue avec un face-à-face qui fait que, quoique partageant quelque chose qui pour moi a un caractère ultime, je le fais d'une forme un peu intime. Donc c'est ce croisement des deux, j'espère, hein, vous me direz, je crois à quelque chose de fécond. Donc c'est vrai que réfléchir sur le leadership, alors c'est le terme anglais, hein, to lead, c'est éclairer et mener, mais la question de fond, c'est la question de l'autorité. Alors, il est bien qu'on évite de l'employer parce que c'est vite un mot qui fâche. Et je vous assure que si dans mon enfance, on m'avait dit qu'un jour, j'animerais des cours, des conférences de par le monde sur l'autorité et le leadership, je crois que ça m'aurait beaucoup amusé parce que s'il y a un mot, une réalité avec laquelle je me suis fâché très tôt, c'est l'autorité. Ça serait intéressant d'écouter, j'aimerais tant vous écouter sur votre première découverte de l'autorité. Elle est parentale dans un premier temps. De mon côté, ça a été assez rock'n'roll. Elle est scolaire dans un deuxième. Là, pour moi, ça a été marqué par une indiscipline chronique durant toute ma scolarité. Enfin, c'est très drôle. Alors, je crois que mon expérience m'a montré qu'on est souvent labouré où on est attendu. C'est assez intéressant de relire notre périple d'enfance de ce point de vue-là. Très souvent, où on a un jour apporté du fruit, la charrue est venue sillonner. Et pour moi, sur la question de l'autorité, elle est venue très tôt. Et je dirais, j'écoutais ce matin sur ce qui se passe en Colombie actuellement, et les premières paroles qui venaient côté manifestants, c'était pour parler des abus du gouvernement. Et c'est vrai que très vite, sur la question de l'autorité, on est plus sur autoritarisme, pouvoir et abus de pouvoir. Ce n'est pas une question qui est fédératrice ou enchanteresse. Et je me souviens, il y a quelques années, avoir, à son invitation, co-animé avec Georgina Dufoy, vous vous souvenez, qui était ministre des Affaires sociales du président Mitterrand, un séminaire sur l'autorité, et chez elle, à Nîmes. Et j'ai un souvenir à la fin, elle m'avait dit, elle nous avait dit d'ailleurs, j'ai longtemps cru que l'autorité était un mal nécessaire, je commence à penser que c'est un bien. Et c'est une vraie question. Est-ce que l'autorité, compte tenu de ce que nous avons pu en éprouver, de neutralisant un minima, toxique à maxima, et voire dangereux. Qu'est-ce qu'on fait de cette réalité-là? Et on voit bien que les grandes figures du pouvoir que nous connaissons bien, hein, que ce soit le pouvoir politique, le pouvoir religieux, le pouvoir militaire et le pouvoir marchand, ces quatre grandes figures dans leurs formes institutionnelles, actuellement ne suscitent plus ni le désir, ni le fait d'y croire, de s'engager, d'adhérer. Donc on voit bien qu'on est sur une crise au sens grec, hein, krinein, c'est discerner. On est sur un moment de l'histoire où il y a un discernement à faire, à opérer sur l'autorité. Et c'est vrai que quand tu dis, Muriel, que je suis un passionné de l'humain, je suis aussi un passionné de montagne. Et ce que m'a toujours profondément touché en montagne, c'est la capacité à prendre du recul, ce que permet l'immersion nature. Et puis, étant dans le recul, on ascensionne, on grimpe, on monte, on s'élève. Et cette curieuse réalité qu'est la montagne, en nous permettant de prendre du recul et de nous élever, nous permet de nous approfondir. Vous voyez, cette espèce de mix étonnant de la montagne. En tout cas, moi, la plongée aussi me fait un peu ça, mais de manière moindre. Vous voyez, où on recule. Aristote disait que pour connaître, il faut être séparé. Donc, quand on est trop scotché à l'opérationnel ou au flux du quotidien, le fameux flux d'Héraclite, on a peut-être du mal à connaître, on est absorbé.
Donc, prendre du recul, puis de la hauteur, ce qui permet d'abord de voir loin, et peut-être de s'émerveiller. Toujours étonnant de voir que la montagne, en prenant de la hauteur embellit, et l'embellissement émerveille. Et étonnamment, cette expérience de montagne, en nous élevant, c'est-à-dire en nous permettant de croître, nous fait gagner en profondeur. En profondeur les uns avec les autres quand on est plusieurs encordés, et puis en profondeur humaine. Et j'aimerais bien que cette matinale, on arrive à vivre quelque chose comme ça, vous voyez, qu'ensemble on prenne un peu de recul. Merci pour tous ceux qui choisissent de le faire, qu'on essaye de s'élever ensemble. Je vais essayer de vous transmettre ce qui, moi, me paraît aller dans ce sens, puis on écoutera vos questions, vos remarques, vos propres apports, pour essayer de gagner aussi en profondeur. Vous voyez ce mixte où, dans l'ordre de l'efficacité, de ce qu'on va arriver à faire ensemble, on gagne effectivement en efficacité. Dans l'ordre de la relation, et la montagne est incroyable pour ça, on gagne en intensité. Et puis ma quête, c'est que dans l'ordre personnel, on pourrait dire dans celui de l'être, on gagne en densité. Vous voyez, ces trois petits marqueurs qui fait qu'une vie devient savoureuse, devient bonne, devient la nôtre, quoi. Alors, une fois dit tout ça, qu'est-ce qui fait? Tu dis que je suis passionné de l'humain, c'est vrai. Donc j'ai une vraie question, c'est qu'est-ce qui est sur la trajectoire d'un homme qui va vers son humanité? Tu vois, qu'est-ce qui permet qu'on s'humanise, en fait? On est des hommes, je ne suis pas forcément clair qu'on devienne tous des humains. Il n'y a qu'à voir les comportements parfois, encore une fois, toxiques de nombre d'entre nous. Donc je me suis souvent demandé c'était quoi les sentiers qui permettaient à l'homme de s'humaniser. Il y en a trois qui apparaissent, qu'Aristote a mis en lumière, qui sont connus de tous, qui sont ce qu'on essaye de faire ensemble, le fait de se mouvoir du point de vue de l'intelligence pour interroger, pour connaître, pour découvrir, pour être dans cette appétence du vrai. Et je crois que cette appétence du vrai humanise. Elle permet qu'on ne soit pas d'accord, elle permet qu'on avance. La lumière tente à éclairer, tente à libérer. Une deuxième dimension qui, je crois, profondément humanise, c'est celle qui ne va pas simplement toucher notre intelligence, mais notre cœur, dans notre capacité d'aimer et d'être aimé. Et on voit bien que ces deux réalités, quand elles se maillent, profondément humanisent. Et si on va jusqu'à une troisième capacité de l'homme, qui est celle de faire des choix, travers de sa volonté, on voit quand on a le mixte des trois, une intelligence en quête du vrai, un cœur qui cherche à aimer, à être aimé, une volonté qui, dans la lumière de ces deux réalités, tend à faire des choix qui correspondent à ce que nous sommes et ce que nous avons à cœur de vivre. Tout ça humanise. Donc on aurait tendance à se dire, on va en rester là, ça serait déjà pas mal si on y arrive. Et puis étonnamment, il y a cette autre capacité qui est l'exercice de l'autorité. Alors je vous l'ai décrit d'une manière tellement peu attractive qu'on serait tenté de penser, mais est-ce qu'on peut s'en passer? Beaucoup l'ont pensé, je pense aux travaux de Pierre Clastres, notamment dans les années 70, qui pensaient la société avec un exercice très, très amoindri de l'autorité, voire une autorité non coercitive. Vous voyez, je pense à Léo Ferré, j'ai un souvenir avec lui en juillet 87 à Lyon, au théâtre antique. Il était seul au piano, c'était un moment incroyable. Il chantait les anarchistes. Et on peut se demander, est-ce que pour être plus humain, compte tenu que l'autorité est capable de déshumaniser en maltraitant l'humain, est-ce qu'on peut s'affranchir d'elle? Alors, je crois qu'il y a une vraie ligne de démarcation entre le pouvoir dans son caractère dominant et l'autorité dans son appel étymologique même, qui est de faire grandir, augere. Et il n'y a pas un des mots, je crois, français qui est plus noble que celui-ci, et en même temps qui est le plus dévoyé. C'est les anciens qui disaient la corruption du meilleur donne ce qu'il y a de pire. S'il y a bien une réalité pour laquelle c'est vrai, c'est l'autorité. Quand elle se corrompt, elle est toxique, pas simplement pour la personne qui l'exerce, mais pour celle qui est en face d'elle, et puis le plus grand nombre, puisque l'autorité tend à toucher par nature le collectif. Donc tu vois, Muriel, on a une vraie question à avoir sur l'autorité, on en fait quoi de cette réalité-là? Alors, moi, elle me travaille et je sais que c'est un choix qui n'est pas simple, mais que j'ai fait il y a déjà plusieurs années, c'est de m'affronter à cette question, de croiser l'autorité comme étant une étape, je ne sais pas si étape est le mot très juste d'ailleurs, un élément clé pour aller du fait que je sois un homme vers mon humanité, de qui je suis vers le fait de devenir qui tu es.
Donc je pense que l'autorité, c'est une réalité à croiser déjà au plan personnel, et puis éminemment au plan collectif, puisque l'autorité va avoir cette capacité de fédérer, de donner une cohésion à un collectif pour aller ensemble quelque part. Mais là encore, on voit combien c'est éprouvant, parce que une des réalités premières dont on attend de l'autorité, c'est la justice. La justice ayant pour fruit propre la paix. Eh ben, ouais. Enfin, ça, c'était marqué en petit quand on me l'a vendu, mais dans l'exercice concret, dans l'étude des sagesses anciennes, notamment bibliques, j'ai été très marqué de voir qu'il est dit que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance du divin. Et cette image et cette ressemblance reprennent ce que j'ai essayé d'évoquer, une capacité lumineuse de connaître, une capacité chaleureuse d'aimer, et ce qu'ils appellent le dominium, une capacité d'exercer l'autorité. Ben, si on est créé à l'image, je ne suis pas sûr qu'on soit très ressemblant côté autorité. Au sens où je commence par un constat, moi je dirais, un peu négatif de l'autorité. Alors pour autant, faut-il la rejeter, pour autant, faut-il s'en démettre, s'en soustraire ben, je pense, je dis ça, j'ai mis des années, hein. Je vous dis ça, ça n'a pas été un trajet facile. Je pense maintenant que l'autorité, non seulement elle est une réalité clé entre l'homme et son humanité, mais elle est même une réalité clé pour préserver l'humanité. Et c'est là que j'ai eu à cœur de mobiliser, parce que notre planète et surtout notre humanité ont besoin d'un exercice d'une autorité qui soit éclairée. Donc, et j'étais très frappé quand on regarde vous savez, on a redécouvert il y a quelques années les peuples dits racines. Travaux passionnants d'ailleurs. C'est très frappant de voir que ces peuples dits primitifs, le mot est assez étonnant parce qu'ils ont une manière d'exercer l'autorité que je trouve de manière nettement moins primitive souvent que la nôtre. Et c'est vrai que on trouve chez ces peuples le croisement entre une autorité qui touche la croissance de la personne, la cohésion de la vie collective et la protection de la terre. C'est très étonnant que ces trois éléments propres à l'autorité sont exercés dans ces peuples racines. Et lorsqu'il y a des dérapages, parce qu'il y en a toujours, l'humain étant capable d'hommerie, c'est des dérapages conjoncturels et pas structurels. Donc c'est assez intéressant de voir que cette autorité demeure, enfin moi je le crois, une aptitude profondément humaine, humanisante et dont notre humanité a besoin. Alors maintenant qu'on a dit ça, on fait comment? Alors je vous parlais de la faillite, de l'adhésion du plus grand nombre aux formes institutionnelles de l'autorité, ça depuis, je sais pas, depuis la fin des années 60. C'est très clair sur le politique. On voit bien la difficulté que nos politiques ont à mobiliser de la crédibilité, le fait qu'on les croit, on a envie de les suivre. Même chose sur les figures institutionnelles du militaire, du religieux. Il se trouve que, pour des raisons qui continuent un peu de m'épater d'ailleurs, de m'étonner, je me suis retrouvé à travailler au cœur même. Tu l'as dit, moi j'ai expérimenté le monde monastique. Donc le monde monastique a différentes figures. Le monde monastique a une figure connue dans le Horare, laborare, travail et prix. Et moi, la tradition dans laquelle j'étais, nous ne vivions pas de notre travail, mais de dons. Donc, la réalité économique était suspendue à la providence et un peu bottée en touche. Et pour autant, ce sont des réalités qui sont très liées à l'exercice de l'autorité, dans sa forme collective et individuelle. Et j'aimerais donner peut-être, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on parle beaucoup de ces mots, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Et je crois à la capacité du mot à éclairer, à pitonner, comme en montagne, on peut s'appuyer pour monter. Moi, je serais tenté de vous donner, par rapport à cette réalité de l'autorité et du leadership, des petites approches, je crois, structurantes.
Je dis que l'autorité, c'était une capacité à faire grandir. Donc on pourrait dire, situer ce qui est bon pour le faire tendre vers le meilleur. Mais étant réaliste, l'autorité, c'est aussi une manière à situer ce qui est mauvais pour éviter le pire. Enfin, quand on est parent, on voit bien qu'on exerce, on essaye en tout cas d'exercer l'autorité comme ça. Et puis, troisième mouvement, de créer les conditions pour réussir ces deux dimensions. Et je crois qu'on est vraiment affronté à ça actuellement. Quelles sont les conditions que nous pouvons susciter, créer pour permettre à l'autorité de s'exercer, pour situer le bien et tendre vers le meilleur, situer le mal et éviter le pire. Et surtout, une fois qu'on a dit ça, où pouvons-nous le réaliser et comment? Donc, ce que j'aimerais essayer de voir avec vous, on a un temps qui est relativement court, hein, donc ça sera en mode sensibilisation et pas approfondissement, mais comment on peut faire tout ça, quoi? Alors, to lead, je l'ai dit tout à l'heure, c'est conduire et mener. Moi, j'ai découvert depuis 20 ans que dans l'entreprise, cette espèce de collectif qui existe dans des formes antiques depuis longtemps, mais dans sa forme contemporaine depuis la révolution industrielle, pourquoi elle a été créée, l'entreprise? C'est une bonne question. On a, dès le néolithique, on s'est mis à cesser d'être chasseurs-cueilleurs, donc le travail est apparu, et le travail s'est passé pendant très très longtemps de cette réalité de l'entreprise dans sa forme contemporaine qui nous est maintenant extrêmement familière. Pourquoi elle est née, l'entreprise? C'est quoi la raison de la création de ce collectif? Et on voit dans la révolution industrielle, notamment dans la fine pointe qui était devant en Angleterre, hein, on voit bien que l'autorité, c'était dans l'entreprise le toujours plus et le toujours moins. C'est-à-dire créer toujours plus de biens plus vite et à moindre coût. On a une balance entre l'offre et la demande qui n'était plus satisfaisante, et l'entreprise est arrivée comme un levier de puissance. Donc, je crois que c'est important de voir que, je vous ai dit que j'essaierais d'aborder le leadership en 3D. Je vais zoomer maintenant sur ces différentes dimensions. Quel est le premier regard qu'on a sur le leadership en entreprise? Je crois que c'est un regard qui est lié à la puissance. Vous voyez, l'entreprise, elle est née pour répondre à une capacité d'accroissement de performance. Produire plus vite, à moindre coût. Alors, est-ce que ça a été opérant? Il suffit de regarder l'essor, notamment britannique. Ça a été scotchant. Puis, ce qui s'est passé en Europe à ce moment-là, effectivement, elle a tenu ses promesses, l'entreprise. Elle a tenu ses promesses sur sa capacité à être un levier de croissance. Alors, quand il a fallu créer cette entreprise, il a fallu trouver un référentiel d'autorité. Pourquoi? Parce qu'il fallait fédérer un collectif pour l'optimiser dans sa capacité à produire. À votre avis, on a pris quoi comme référentiel? Qui était le référentiel de l'époque, qui était accessible, présent, connu, culturellement validé. On a pris le référentiel de l'armée. L'armée, c'était le référentiel le plus connu, pratiqué, efficient pour fédérer des collectifs dans le but d'atteindre des objectifs. Vous voyez, ce maillage avec la puissance, le référentiel vertical connu dans l'armée était opérant. On avait des adjudants, on a eu des chefs d'atelier. En plus, ça s'est fait avec un arrière-fond d'autorité posé sur le modèle paternel. Donc le maillage entre le militaire et paternel a structuré l'autorité de manière verticale en entreprise. On verra combien il est questionné, contesté et source actuellement de propositions d'alternatives à ce modèle-là, puisqu'il s'essouffle, hein, on le voit bien. Donc tout ça pour dire que la naissance de l'entreprise, de ce collectif humain, en vue d'accroître une capacité de puissance, a été opérant. Alors, a été opérant sur quoi? A été opérant sur les résultats, quoi.
On avait des projets, on avait des équipes, on a eu des résultats en termes de produits et puis de chiffre d'affaires. Alors la grande question, j'évoquais tout à l'heure, quelles sont les étapes, les éléments clés qui permettent à l'homme d'aller vers son humanité, c'est-à-dire de s'humaniser, de devenir, si je reprends l'adage Pindare, le fameux « deviens qui tu es », et Nietzsche qui ajoutait « fais ce que toi seul peux faire ». Est-ce que le travail croise cette réalité-là? On le voit bien historiquement dans la naissance du travail, je pense à tout ce que les compagnons ont fait naître pendant plusieurs siècles. Oui, le travail avait une véritable vertu humanisante au plan personnel et socialisante au plan collectif. Et bien après pas mal de temps d'exercice de tout ça dans l'entreprise, on s'est rendu compte que l'entreprise était satisfaisante du point de vue des résultats, mais largement questionnée sur 2 points. La relation vécue en entreprise, avec la hiérarchie, entre collaborateurs, et la manière dont les personnes sont traitées. Donc là, on s'est rendu compte d'un truc extrêmement important, c'est que quand on parle d'autorité en vue de la croissance, l'autorité pensée en entreprise au départ a été pensée pour la croissance matérielle. Et de fait, c'est un levier efficient de croissance matérielle. Sauf que nous ne sommes pas qu'un corps, c'est-à-dire une donnée matérielle, nous sommes aussi des êtres de relation et des êtres singuliers à part entière, fondés sur ce qu'on appellera l'unicité, la dimension unique de la personne. Et là, comment vous dire ça simplement? L'entreprise s'est mise à être déshumanisante du point de vue de la relation et non respectueuse de la personne, de sa dignité, de ses attentes. Donc là, c'est un peu gênant parce que quand je vous ai dit que le travail faisait partie d'une réalité structurante, me semble-t-il, pour que la personne advienne à qui elle est, l'entreprise s'est mise dans ses formes contemporaines à aller à l'encontre de ça. Donc on fait quoi avec ça? On le conteste, ça a largement été fait. Et là, moi, j'ai une vraie question, si vous voulez, par rapport à ce qui se passe en entreprise, même au niveau politique, même au niveau religieux. Le militaire, je connais peu. J'ai connu des amis entrant et en sortant, n'étant pas totalement satisfait de ce qu'ils avaient rencontré, mais je ne suis pas capable d'en parler. Qu'est-ce qu'on fait avec ça alors? On est d'accord sur 2 choses, les constats négatifs et la dénonciation. Constat négatif du point de vue de l'humain, dénonciation du point de vue des injustices, mais est-ce qu'on va en rester là? Moi, ce que j'aimerais, avec d'autres, en tout cas en Occident, il y a tout un élan actuellement sur le fait de repenser le leadership en entreprise. Ce que j'aimerais dire, c'est que on a à redécouvrir, et avec le recul, la prise de hauteur et le gain de profondeur que j'évoquais au début de notre rencontre, sur ce qui peut se jouer actuellement dans l'entreprise. Alors pourquoi je focalise sur l'entreprise? Parce qu'elle me paraît actuellement un des lieux où l'autorité s'exerce avec un rapport encore entre le bateau, le gouvernail, ceux qui sont au pilotage et là où va le bateau, ce qui se passe. On peut s'interroger sur le politique si c'est encore le cas, avec les chaînons de démultiplication. Mais dans l'entreprise, je vois, c'est mon quotidien, de travailler avec des dirigeants, les décisions qu'ils prennent sont réellement impactantes, transformantes dans leur entreprise. Donc moi, c'est ça qui me tient à cœur. Alors, on fait quoi avec tout ça? Comment on avance? Donc vous voyez où on en est. J'ai commencé par vous dire que l'autorité, on avait des bonnes raisons d'être fâché avec elle. Là, je viens de boucler là, sur le constat qui était globalement insatisfaisant et sur la dénonciation des injustices. Donc, on fait quoi avec ça? Je crois que c'est un adage qui me tient à cœur depuis des années. Quand il n'y a plus de sortie, c'est peut-être qu'il y a une entrée. Quand on n'arrive pas à sortir, parce que les portes restent closes et les fenêtres aussi, il faut entrer dans autre chose. Et je crois que l'heure des constats négatifs et de la dénonciation des injustices,
mais c'est d'une banalité crasse ce que je suis en train de dire. Il est partagé par tout le monde. Et ça me semble très, très insuffisant d'être sur ces deux positionnements qui finissent par devenir des postures. Il y a à créer, ouvrir quelque chose de neuf. Alors moi, j'ai un petit truc qui m'a toujours éclairé, c'est que moins il y a de ressources extérieures, plus il faut chercher à l'intérieur. Je crois que ce qui se dérobe au dehors dans sa dimension de réalisation, c'est à l'intérieur de nous que nous avons en trouvé les nouvelles voies pour y accéder. Ce qui me frappe beaucoup, hein, j'ai accompagné plusieurs PSE, plans de sauvegarde de l'emploi, avec des fermetures de sites, des choses extrêmement mobilisantes humainement, éprouvantes, avec de l'humain malmené. J'ai connu des suicides sur un des sites, donc des choses extrêmement difficiles. Hein. Et j'étais très frappé de voir que quand les ressources extérieures se révélaient manquantes, avec les conséquences psychologiques qu'on connaît dans les RPS, hein, les risques psychosociaux, est-ce que ça ne peut pas être pour autant un moment clé, crise, screening, discerner, pour discerner que ce que je ne trouve pas à l'extérieur comme point d'appui, le moment est décisif peut-être pour le trouver à l'intérieur. Et pas simplement en mode survie, ce qui se fait dans un premier temps, mais peut-être en capacité, pas simplement de croître, mais de muter. Et je crois que c'est le temps que nous vivons, il est de cet ordre-là. Vous voyez, quand je parle de crise, dans une crise, vous avez des moments de transition entre un état A et un état B, les repères d'antan, les repères nouveaux. Si la transition dure trop longtemps, c'est pas un changement, c'est une mutation. Et nombreux sont actuellement en train de qualifier le temps que nous vivons comme un temps de mutation. Moi, j'aimerais bien qu'on essaye de focaliser. Sommes-nous sur le leadership simplement sur un changement de qualité ou une mutation de nature, mais de nature non pas que ce serait un OGM d'autorité, mais une réhumanisation singulière de l'autorité. Donc je reviens sur là où nous nous étions arrêtés, le leadership de puissance qui, quand il est exercé dans sa détermination à atteindre des résultats en termes de produits, de services et de chiffre d'affaires, tend à deux choses, instrumentaliser la relation et, ce faisant, la déshumanisant, et perdre en considération des personnes plus vues comme des leviers instrumentaux que dans leur dignité infrangible de personne. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cette puissance, alors ou en l'ayant exercée vous-même, ou en étant ceux qui doivent en être bénéficiaires. Moi, je l'ai fait un peu dans les deux cas et j'aimerais vous partager une chose toute simple. Hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été hospitalisés. L'hospitalisation, c'est un moment qui est important parce que c'est me reconnaître habité d'un mal que je ne peux résoudre moi-même et que le médecin en direct ne peut pas, donc je vais dans un collectif qui va travailler en ce sens pour moi. Et quel est l'homme, la femme de la puissance dans ces cas-là? C'est le chirurgien, par exemple. C'est en hôpital d'ailleurs qu'on m'a dit qu'était la différence entre Dieu et un chirurgien, c'est que Dieu ne se prenait pas pour un chirurgien. La grande question, c'est quand votre mal est susceptible d'être diagnostiqué, qu'à partir du diagnostic, on vous propose un protocole de soins. Quels sont les interlocuteurs qui viennent dans votre chambre? Qu'à moi, mon expérience, c'est les médecins. Et dans sa figure éminente qu'est le chirurgien. Et le chirurgien qui va, parce que le diagnostic est bon, le protocole de soins étant posé, va être le levier de puissance qui va vous acheminer de votre mal vers la guérison. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ce moment où votre mal échappe au diagnostic et pourtant vous avez des symptômes qui vous terrassent et, échappant au diagnostic, se dérobe à tout protocole de soins? Donc là, il y a un moment,
c'est assez frappant que les médecins se précipitent, je généralise, mais c'est ma petite expérience, je ne sais pas si je peux l'universaliser, mais se précipitent nettement dans votre chambre. Et là, pour moi, on est sur un temps qui s'apparente à ça. Le moment où nous touchons les limites de la puissance. Quand la puissance n'est pas simplement capable de résoudre. La puissance, elle va, on le verra tout à l'heure, hein, du projet au résultat en passant par la solution. J'étais très frappé quand je me suis retrouvé plusieurs fois en plus à l'hôpital et de voir que quand mon mal n'était pas diagnosticable, et s'il était diagnostiqué, il se dérobait à des protocoles de soins, la puissance dans sa figure du médecin se dérobait à venir me rencontrer. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Qui vient vous rencontrer? Je ne parle pas de la famille ou des amis, hein, mais de ceux qui travaillent dans l'hôpital. Étonnamment, on a comme une inversion qui s'opère. Vous avez les infirmières, les aides-soignants, les infirmiers qui viennent non pas pour être un levier efficient de guérison, mais qui viennent pour vous soulager, pour vous encourager, pour vous consoler. Ceux qui ont connu l'hôpital dans ces moments-là, vous savez qu'une bonne journée, ça tient très peu de choses. C'est un travail d'équilibriste dans les premières minutes de la journée, où ça peut basculer dans une rude journée, dans une journée de soleil. Et pour moi, on va toucher cette bascule, je la focalise sur une expérience individuelle, mais je pense qu'au niveau collectif, voire planétaire, on est sur quelque chose qui s'apparente à ça. Qu'est-ce qui se passe quand la puissance touche sa limite? Ou on se rétracte, ou on se durcit sur les positions de puissance, ou dans l'espace vacant laissé par la puissance en incapacité, on découvre une nouvelle capacité. Cette nouvelle capacité, elle est au-dedans de l'homme. Mais si la puissance domine, elle va rester cachée. Si la puissance domine, elle n'arrivera pas à émerger. Cette capacité, elle s'appelle la présence. La capacité à être présent, qui est pour moi une signature de l'humain dans sa courbe de maturité. Et j'aimerais le souligner, de voir que nombre de fois dans nos vies, nous accédons à une qualité de présence à nous. On a vu ce qu'a pu faire le confinement. Hein. Le confinement, c'est quand même la soustraction de la mobilité locale. Hein. Je rappelle que Aristote nous dit que le propre du vivant, c'est de se mouvoir. Et quand on nous prive du mouvement local, on n'atteint pas simplement notre capacité à faire et à vivre, mais à être, puisque l'être humain, dans sa capacité propre, c'est de se mouvoir. Alors, le confinement a été extrêmement un peu étonnant parce que pour beaucoup d'entre nous, quand nous avons essayé de pas simplement pâtir de l'absence de mouvement local, nous avons essayé de nourrir le mouvement intérieur. Alors, je ne me fais pas visiter comme la maison témoin là-dessus, parce que moi j'ai bataillé avec ça. J'ai eu du mal à faire ce cap, ce changement. Mais vous voyez, le moment où l'expérience de la non-puissance, voire de l'impuissance, de l'incapacité, appelle un changement de paradigme. Pour moi, le premier changement de paradigme, ça va être de passer question puissance à la question du sens, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe, pourquoi advient-il cela, qu'est-ce que j'ai à entendre avant de résoudre. Donc vous voyez, là, je suis en train de vous faire peut-être toucher 3 mouvements dont l'humain dans sa profondeur est capable, la capacité de transformer par sa puissance, la capacité d'interroger par son aptitude au sens, et la capacité d'être dans l'écoute et la présence par son intériorité. Et ce maillage des 3, je crois que c'est un temps où nous y sommes profondément, pas simplement appelés, mais notre temps réclame ça. Alors, si je vous dis que l'expérience
de la puissance qui se soustrait ouvre la possibilité de la présence. En entreprise, on voit que depuis une trentaine d'années, pour éviter que la puissance instrumentalise et déshumanise, on fait appel au sens. Ça fait un moment, hein. Moi, j'interviens pour différents collectifs de dirigeants qui essayent de l'APM, le CJD, GERM, le FBN, des réalités extrêmement éclairantes, hein, qui depuis, pour beaucoup, hein, une trentaine d'années, essayent d'élever la puissance en donnant du sens. C'est beaucoup déjà, hein. Et j'en fais partie. Je fais ça depuis un certain nombre d'années. Et j'aimerais dire combien ça me passionne et à un moment donné, combien ça m'a frustré. Pourquoi ? Parce que j'ai cru, sans doute en mode un peu angélique et naïf, qu'il suffirait d'éclairer la puissance par le sens pour qu'elle devienne vraiment transformante et humanisante. C'est très très beau comme proposition, mais c'est idéologique, ça ne fonctionne pas. Avant, si vous voulez, on se noyait dans le noir, après on se noie dans la lumière, hein. Dans les deux cas, on continue de se noyer. Donc pour moi, il y a une vraie question. Il y a une vraie question autour du maillage entre éclairer la capacité de puissance en produisant du sens, mais qu'est-ce qui fait que ce sens ne va pas être qu'éclairant, mais transformant. Donc je vais peut-être m'arrêter là, je vais creuser je vous donnerai après des petites pépites qui sont pour moi éclairer concrètement tout ce qu'on est en train de dire, mais est-ce que ce que j'essaye d'évoquer a une résonance chez vous ? C'est-à-dire, est-ce que de découvrir que l'autorité, j'en donne les 3 éléments que je vous ai donnés, hein, est une capacité à faire croître le bon vers le meilleur, reculer le mal pour éviter le pire, créer les conditions pour parvenir aux deux, avec 2 items, à titre personnel, puisqu'on peut être dans l'interpersonnel sur la croissance, à titre collectif, puisque on a 2 enjeux de l'autorité, c'est de tendre à une cohésion du collectif, on pourra dire plus tard, hein, à partir d'une vision partagée par tous, pour tendre vers quoi ? Quelque chose qui s'apparente à de la justice, et si la justice s'établit, à de la paix. Sachant que c'est toujours en très grande tension. Hein. Et qu'on essaie, sur ce maillage des 3 aptitudes fondamentales, qui signent pour moi l'humain, qui sont la puissance transformante, le sens éclairant, et la présence dans cette capacité profondément intérieure à la rencontre de soi et de l'autre. Est-ce que ce que je vous raconte, c'est complètement abscon ou est-ce que ça a une résonance ? Alors, quand je dis résonance, ce n'est pas simplement intellectuel, hein, mais c'est vraiment expérimental. Je crois que j'entends des oui. Je lis des oui, Denis. Je lis des oui, je lis plein de choses, 100% de résonance, tu vois, qui répondent merci de répondre. Oui, très clair. Voilà. Oui, très clair, absolument. Donc, effectivement, je crois que ça résonne, ce que tu dis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Énormément. Vous rigolez, mais je défendais ça il y a 20 ans, un peu moins, et on me traitait de gentil humaniste idéaliste. Et je vois le changement qui s'est passé en 20 ans. C'est-à-dire que maintenant, ce que je suis en train de dire n'a pas simplement un côté sympathique, éclairant, distancié, mais je pense effectivement à une pertinence. Donc, bon, alors ça m'encourage. Si ça a du sens, je continue. Bon. Bouge pas trop quand même. Ouais, faut pas que. Si, c'est mauvais, c'est que je suis vivant. Écoutez, tant que je bouge, c'est que je suis vivant. D'accord ? Alors, je m'arrête. Voilà, pour l'instant, on en est où ? Bon. Parce que j'aimerais qu'on arrive à terme sur, pas simplement tellement que c'est bien tout ce que je dis parce que c'est intelligent, mais qu'est-ce qu'on en fait pour que ça soit transformant ? Vous voyez, on n'est pas simplement dans un moment de l'histoire où il nous faut faire un constat, une dénonciation et une saisie intelligible de l'ensemble. Qu'est-ce qu'on propose ? On est sur un temps maintenant où il nous faut proposer de nouvelles voies.
et expérimentale, hein, concrète. Alors, l'aventure se poursuivant en mode explorateur, on va reprendre en le creusant. Si ce que je vous ai dit s'apparente à une résidence chez vous, maintenant on va essayer de le creuser. D'accord ? Tu as une ambiance. On va essayer de creuser ça. Et ce mode exploratoire me tient très très à cœur parce que c'est ce que je vis avec les dirigeants, les CODIR, les équipes d'entreprise, la fabrique des leaders éclairés, concrètement sur le terrain tous les jours. Je ne suis pas simplement dans un bureau en train de réfléchir. Je suis sur le terrain avec des hommes et des femmes d'entreprise pour voir ce que je suis en train de raconter, ce qu'on en fait. Alors, je vous redonne mes 3 items. Le leadership de puissance, il est la clé d'entrée originelle dans le monde de l'entreprise. Et s'il est à élever par le sens et ennoblir par la présence, il reste quand même le socle. Vous voyez ? C'est-à-dire, l'entreprise, c'est quoi ? Entreprendre, c'est quoi ? C'est un humain avec d'autres humains qui, à un moment donné, ont un projet qui leur devient commun. Je rappelle que le projet est virtuel, il existe de manière intentionnelle dans la tête des personnes qui sont là, et que ce projet, il va falloir qu'il devienne réalité. Donc, la puissance chez l'humain, c'est un truc de dingue quand même. Vous vous souvenez de l'adage de Sony dans les années 80, ça ne nous rajeunit pas, vous en avez rêvé, Sony l'a créé. Je ne suis pas actionnaire, hein, mais le slogan m'avait frappé, c'est-à-dire ce qu'on porte à l'intérieur de soi comme rêve, comme désir, qui peut peut-être se cristalliser, se former jusqu'à devenir un projet, l'entrepreneur va faire que ce projet devienne réalité. Mais c'est d'une noblesse incroyable. C'est d'une dimension créatrice qui est profondément humaine et qui est enthousiasmante. Derrière, il y a un challenge, il y a un défi. En plus, quand on voit que le rêve ou le désir dont on est porteur est plus grand que nous, on voit bien qu'en se liant à d'autres, ce rêve va devenir accessible parce que les autres vont nous potentialiser, nous allons les potentialiser. Et ce qui est magique en entreprise, c'est qu'en additionnant des personnes, on multiplie la puissance. Ce n'est pas un rapport additionnel. C'est fulgurant, ça. C'est-à-dire que si moi, je suis capable de 10, que je m'allie à quelqu'un qui est capable de 10, puis à quelqu'un qui est capable de 10, en entreprise, on n'est pas à 30. On peut être à 300. C'est quelque chose de sidérant. La capacité transformante de ce petit monde. Donc, avant d'en pointer, après en avoir pointé les limites, je crois qu'il faut vraiment en célébrer la noblesse. Je veux dire, c'est incroyable, cette capacité de l'entreprise. Alors, je vais reprendre maintenant, une fois que j'ai dit ça, comment on peut faire pour que le travail en entreprise soit éclairé par le sens et profondément humanisant du point de vue des personnes et de la relation. Vous voyez un peu le mixte. Parce que les dirigeants, qu'est-ce qu'ils ont à attendre ? Moi, je vous donne un exemple. J'avais bossé pour une boîte qui était très, très performative sur l'attente des résultats et qui a cherché à se libérer de la pression de la performance en libérant les potentiels relationnels et humains pour faire que ce collectif s'humanise, on va dire. Waouh! Ben, la première année, ça a malmené les chiffres. C'est-à-dire qu'on a gagné en richesse humaine, on a paumé en richesse matérielle. Ben, elle est en danger, l'entreprise. Donc, vous voyez, ce que j'essaye de vous faire toucher, c'est que c'est un travail d'équilibriste. Comment on peut créer de la richesse matérielle qui se boucle par des résultats économiques, de la richesse humaine qui se boucle par des pour un résultat, le mot n'est pas totalement adéquat. En tout cas, par des relations dont la qualité propre va être la confiance, et par des personnes qui, ce faisant, arrivent à croître. Enfin, c'est une quadrature du cercle, ce truc. Parce qu'on voit bien que la quête systématique de performance risque d'être déshumanisante de la relation, maltraitante des personnes, et parfois, quand on essaye de prendre tellement soin de la personne et de la relation, on perd sur les chiffres. On fait comment ? Donc, vous voyez, on est sur une équation à 3 inconnus qui est extrêmement difficile à tenir.
Et moi, je vois un nombre de dirigeants que j'ai rencontrés via le CJD, l'APM, on voit bien, ont à cœur d'ennoblir ce qu'ils font par du sens. Ça, c'est le vendredi quand on les rencontre. Et le lundi matin, quand ils arrivent au bureau, ils font comment? Ben, ils sont souvent tout seuls à l'intérieur d'eux-mêmes, ennoblis par le sens, et ils continuent à faire comme avant, parce que pour qu'on ait une action qui soit transformée, il y a un changement de paradigme. Et c'est ce que j'aimerais qu'on touche actuellement, c'est qu'il ne va pas simplement être nécessaire d'améliorer l'existant, mais il y a un changement de paradigme à vivre. Alors, ce changement de paradigme, ce n'est pas comme aller vers du neuf que j'ignorerais au dehors, mais comme du neuf dont je suis porteur au dedans. Je pense que la porte du changement, elle s'ouvre de l'intérieur. C'est Jacques Chess qui avait dit ça à une époque, j'ai trouvé ça très juste, en écho avec Gandhi quand il disait « Soyez dans le monde le changement que vous voudriez y voir ». Le souci, c'est que Gandhi, il est sur une injonction « Soyez ». Et moi, à chaque fois que je suis face à un collectif de dirigeants et que je leur dis « Soyez », ils sont d'accord, mais il n'y a rien qui bouge. Hein. La question, c'est pas simplement « Soyez », c'est « Devenez ». Et comment on devient? Alors, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous donner des repères. Je vais vous en donner 9. Moi, j'étais très, très impressionné par comment on peut s'orienter dans la nuit. Et la nuit, une chose qui peut nous aider à nous orienter, ce sont les étoiles. Et je cite souvent cette expérience parce qu'elle m'a beaucoup marqué. Moi, je suis d'origine de la montagne, donc j'ai beaucoup vadrouillé en montagne. Et en montagne, j'ai appris à me repérer beaucoup en montagne par la montagne, ou celle sur laquelle je suis, ou celles qui sont autour. Et quand je me suis retrouvé dans le désert, j'en ai fait plusieurs, je suis arrivé tout content parce que j'étais montagnard, et je me suis rendu compte que mes repères et réflexes de montagnard ne servaient à rien. Il n'y a rien à conquérir, il n'y a pas de sommet. Pour un savoyard, je peux vous dire, au départ, c'est un peu... ça se coule les repères. Et j'observais et j'interrogeais beaucoup les Touaregs sur comment ils s'orientaient. Et ils sont un peu taiseux, donc il faut passer du temps autour du feu avec eux pour que la parole se libère. Et en fait, j'ai découvert en les écoutant qu'ils s'orientaient aux étoiles, ce qui n'est pas une franche découverte, hein, les navigateurs l'ont toujours fait. Mais ils le font sans sextant, et je leur demandais, mais vous le faites en pleine nuit, j'entends bien, mais en pleine nuit, on ne marche pas. Donc comment vous faites en plein jour? Et je me souviens d'un Touareg qui m'avait fait comme ça, pour montrer que la cartographie des étoiles, il en était porteur à l'intérieur de lui. Vous voyez, je crois que dans les temps où nous avons du mal à éclairer, il faut que la lumière, on en soit porteur à l'intérieur. Quand on parle des leaders éclairés, c'est pas qu'ils sont plus futés que les autres, c'est qu'ils ont peut-être une appétence, un désir de lumière qu'ils s'autorisent, et à partir de là, ils ne sont pas éclairants, ils sont éclairés. C'est-à-dire que la lumière va leur être donnée parce qu'ils en sont chercheurs. Alors, une fois qu'on a une étoile, ça donne une direction. Quand on a une constellation, ça nous permet de nous situer, de nous orienter durablement. Donc, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous donner, on n'aura pas le temps de les creuser, hein, mais je le fais en entreprise, 9 petites étoiles qui sont, pour moi, profondément éclairante sur l'articulation organique et pas en silo de la puissance, du sens et de la présence. Alors, je reviens sur mon hymne après avoir décrié la puissance. Je trouve qu'il faut quand même la célébrer parce qu'elle est incroyable. Elle permet de passer du rêve à la réalité, du désir à la transformation, du projet au fait que ce dont je suis porteur croise le réel et s'y pose. Donc, je vais vous donner 3 petits mots. Le premier, c'est se projeter. Je crois que la première capacité de la puissance, c'est de se projeter. Ça m'a toujours fait sourire. J'avais, pour un collectif de dirigeants, on avait monté une pièce de théâtre, parce que je crois beaucoup à l'art sur la capacité de forger la prise de conscience. Et on avait 300-400, je ne sais plus combien, de dirigeants qui étaient là. Et les responsables du collectif, avant que nous jouions, avaient décidé, pour gagner en intériorité, de faire vivre un moment de pleine conscience en méditation aux dirigeants qui étaient là.
Moi, étant un peu familier de l'oraison et de la méditation, j'attendais de voir ce que ça donnait au niveau collectif. Et ça a été spectaculaire parce qu'on a eu, sur les plusieurs centaines de dirigeants qui étaient là, on a eu 3 catégories. On a ceux qui en ont profité pour purger leur boîte mail. Donc on voyait bien qu'il y avait un lien entre le silence et le portable, comme un espace vacant qui va me permettre de résoudre ce que je n'avais pas encore résolu. Quelques-uns qui vraiment ont pu rentrer dans l'exercice méditatif, et un bon nombre qui, mus par un désir intense de méditation, sont profondément endormis. Et donc on est arrivé globalement à l'inverse du résultat qu'on cherchait. Et je me souviens de l'animatrice de ça qui se plaignait de ces dirigeants qui étaient si peu capables de méditer et d'être présents. Et je lui dis, ouais, j'entends, mais oublie pas que la capacité première d'un dirigeant, c'est de projeter. Il cherche toujours à avoir une mesure d'avance en anticipant. Le dirigeant, c'est un bipède qui a un rapport au temps, surtout le dirigeant entrepreneur, qui a un rapport au temps qui est très particulier. Il sait très bien que s'il colle au temps de maintenant, il risque de rater l'anticipation dont il a besoin pour pouvoir de manière opportune diriger. Et c'est très frappant quand vous êtes en mer, vous regardez l'horizon, vous ne regardez pas à l'aplomb du bateau. Donc, pourquoi il y a une telle résistance chez le dirigeant souvent à la capacité à être présent ici et maintenant? Parce que par nature, le dirigeant se projette. Et je dirais même, il est payé pour ça. Donc, avant de critiquer son aptitude à la présence, alors je sais que nos enfants et nos conjoints nous ratent pas sur le sujet. Nombre de fois, on nous a dit « t'es là, mais t'es pas présent ». C'est presque une banalité chez le dirigeant de dire ça. Mais vous voyez, avant d'en pointer la carence, moi j'aimerais quand même dire qu'une capacité propre du dirigeant, et pour moi ça fait sa noblesse, c'est la capacité à se projeter, à voir plus loin que là où il est. Vous voyez ? Et je le dis parce que comme on est beaucoup actuellement dans la très grande acuité de sensible à l'instant présent, et je le crois à juste titre, il ne faut pas oublier qu'on a aussi cette capacité proprement humaine à nous balader dans le temps. Rétroviseur sur le passé, pare-brise sur aujourd'hui, ligne de mire sur demain. C'est une des noblesses de ce rapport au temps dont le dirigeant, pour moi, est profondément capable. Donc se projeter, pour moi, c'est la petite pépite, la petite étoile qui éclaire la puissance. Sauf que le dirigeant, il sait très bien que s'il projette, il ne sera pas capable de réaliser seul. Pour ça que j'aime cette peuplade dirigeante, parce qu'elle sait très bien qu'elle ne va parvenir à ce qu'il habite que si elle se lie à d'autres. C'est pour ça que l'entrepreneuriat est foncièrement humanisant, parce que je vais le réaliser avec d'autres, pour d'autres et par d'autres. Donc pour moi, la deuxième petite pépite, c'est la capacité à engager. On pourrait dire embarquer dans le mouvement extérieur, mais dans le point d'appui intérieur, je parlerais d'engager. Gérald Karsanti, vous vous souvenez, nous disait qu'un dirigeant, c'est un leader, c'est quelqu'un qui nous donne envie de le suivre. C'est quelqu'un qui va susciter le désir de faire partir de l'aventure, d'entrer avec, quoi. Et pour moi, la deuxième capacité de la puissance, c'est véritablement adhérant au projet, voulant en être membre, et il y a une appartenance projective, m'engager. Alors, il se passe quoi? Et ça, pour moi, j'ai toujours des yeux un peu ébahis. C'est qu'un collectif qui se projette, qui s'engage, il transforme. Vous savez, en théologie, Thomas d'Aquin a osé une question que la Sorbonne n'a pas du tout appréciée à l'époque. Le Créateur aurait-il pu créer un monde plus parfait? Bon, est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Moi, je peux vous dire, quand je pose la question à certains dirigeants, ils le prennent mal. Ben, la réponse de Thomas d'Aquin, c'est oui. Il aurait pu faire mieux. Et pourquoi il n'a pas fait mieux? C'est pour nous laisser la libre place à nous d'être co-créateurs. Que la planète ne soit pas un espace musée à visiter. On a deux écueils, où c'est un espace musée à visiter ou un espace ressource à exploiter. Et pour moi,
in medio stat virtus, ça se tient au milieu. Je n'ai ni à le visiter émerveillé comme s'il n'était simplement qu'une réalité à contempler, quoi qu'il le soit, et surtout pas une ressource à exploiter. C'est une réalité dont j'ai une vitale responsabilité de prendre soin et de pouvoir transformer en la respectant, et que cette transformation soit quant à la planète respectueuse et quant à l'homme humanisant. Vous vous souvenez de ce que nous disait le dirigeant de Michelin sur People, Profit and Planet, le fait de chercher à créer des richesses, sinon l'entreprise ne sera pas pérenne, profit, tout en veillant sur la croissance des personnes, people, et la préservation de la planète. Donc vous voyez, ces 3 étoiles pour moi sont structurantes du rapport à la puissance, la capacité à projeter, à engager et à transformer. Alors encore une fois, livrée à elle-même, cette puissance est dévastatrice. Le moment où elle pognonne fait elle melonne. Le moment où l'homme devient non pas co-créateur mais prédateur. Le moment où la capacité de puissance, et les Grecs, Librix l'avaient beaucoup marqué, l'homme s'enorgueillit et on va de la puissance à la toute-puissance, et il devient en mode prédateur, toxique pour lui-même, l'humain, les humains, la planète. Là, il n'y a même pas besoin de le démontrer, on est en plein dedans. Comment on s'en sort? 2 pistes. Ennoblir en l'élevant la puissance par le sens. Moi, je vous dis, ça fait une trentaine d'années que je trouve qu'on fait un effort considérable dans le monde de l'entreprise pour réunir ces 2 réalités, la puissance et le sens. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du sens? Alors, vous savez que sens, c'est un mot polysémique en français. Hein. Sens, c'est autant la signification, meaning, que la direction. Et je pense qu'on attend du leadership, et je dis bien du leadership, pas simplement du leader, on peut avoir un collectif de leaders, de voir. Alors, vous allez me dire, voir, c'est quoi la différence avec se projeter? Ben, c'est très différent. Quand je projette, je suis en mode convexe. C'est-à-dire que j'émets sur le réel. Le danger d'émettre sur le réel, c'est qu'au bout d'un moment, on l'irradie. Et en l'irradie, on le maltraite. Donc, la première capacité pour moi, c'est de se mettre en mode concave pour accueillir le réel. Et l'accueillir, bah, c'est commencer par le voir. C'est un tout petit mot, c'est 4 lettres, mais qui sont d'une puissance incroyable. Aristote, quand il s'interroge sur l'intelligence et son exercice, quelle est-elle? Il discerne 2 capacités d'intelligence, l'intelligence pratique, où je connais en vue d'agir, ça c'est tellement connu en entreprise, et en même temps, connaître pour connaître. Il va parler de l'intelligence pratique et théorétive. Theoria, c'est la contemplation, la capacité à connaître pour connaître. Alors comment il justifie les 2? Très facile à justifier pour la pratique, je connais pour agir, ça on le connaît tous, hein. Quand on va acheter le pain chez le boulanger ou quand on transforme avec des collaborateurs une réalité entrepreneuriale. Mais comment il va justifier le fait que l'homme ait une intelligence théorétique? Alors ce que j'aime beaucoup chez ce grec, c'est la capacité à nous donner de toucher sans démontrer. Ça, c'est magique pour moi. Il le fait tenir en une phrase, car l'homme prend naturellement plaisir à voir. Waouh. Et après, il va aller plus loin. Qu'est-ce qui va rendre l'intelligence intelligente? Voyant l'homme s'émerveille, s'émerveillant, il interroge, interrogeant, il découvre, jusqu'à produire des jugements ajustés. Ça a l'air de rien de dire ça, mais ça veut dire simplement qu'une intelligence qui cesse de s'émerveiller perd, se rationalise, perd sa capacité noble, pas simplement de mesurer le réel, mais de l'accueillir. Ça, c'est un travail majeur que je fais avec les dirigeants. Comment ils peuvent pas simplement projeter pour transformer, mais voir pour découvrir, ce qui va réclamer d'eux une capacité non pas convexe, mais concave, de réception. On le sait très bien, Palo Alto l'a montré, hein, le premier grand travail du communicant,
n'est pas d'émettre, mais de recevoir. Alors, je pourrais le creuser très très longuement sur la capacité de voir. Parce qu'il y a voir pour découvrir et aimer, il y a voir pour agir, et il y a voir dans la lecture des signaux faibles. Je suis très frappé de voir que quand je suis enroulé dans le platane, c'est que je n'ai pas su lire les signaux faibles. Et d'éveiller le dirigeant à la lecture des signaux faibles, nous n'y parvenons que quand nous lui apprenons à décrocher, ou il apprend à décrocher de l'immédiate puissance et des résultats. Voir, être en capacité de voir. Thomas d'Aquin donnait une intelligence, une étymologie qui est foireuse d'ailleurs, mais qui est très éclairante sur intelligence, intus legere, lire de l'intérieur. Vous voyez, la capacité de l'intelligence à accueillant voir. Voir s'émerveiller, s'émerveiller, interroger, interroger, estimer, krinein, discerner, puis juger ce qui est ajusté jusqu'à faire des choix. On voit bien dans les carences de pertinence de choix, très vite en amont, c'est qu'il y a eu une carence de vision. La vision n'étant... Le problème de la vision, c'est qu'on la pense souvent comme projective. C'est-à-dire, j'ai la vision, je projette. Le premier exercice de la vision pour moi, c'est j'ai la vision en accueillant, en étant réceptif. Alors après, il se passe quoi ? Si on est capable de voir, et je dis on, parce que ça se fait à partir d'un collectif. Bon, ça me passionne de bouger les collaborateurs sur ce mouvement-là, qui ont l'art de voir des trucs qu'on ne voit pas d'ailleurs, parce qu'ils ont tous des focales qui sont différentes. Après, c'est l'aptitude à éclairer. Ouais. Thomas d'Aquin dit qu'il y a plus noble que contempler, c'est transmettre. Contempler et transmettre. Et je crois que à partir du moment où on est dans la saveur habitée de ce que nous avons découvert, il y a un goût pour le transmettre. Avec cette capacité incroyable, c'est que c'est le propre de l'autorité d'ailleurs, quand j'exerce l'autorité, je contribue à la croissance de l'autre qui me fait grandir. C'est dans les deux sens, l'autorité. Alors que le pouvoir est que dans un. Et il se passe quoi quand nous devenons en capacité de voir et d'éclairer ? Cette dimension tellement waouh, moi qui me fait un bien fou, qui m'émerveille, c'est la capacité à inspirer. Nous avons besoin de leaders inspirants, vraiment. Alors arrêtons de les chercher à l'extérieur, on en est tous capables à notre petite mesure d'entrer dans notre dimension leader pour voir, pour éclairer, pour inspirer. Et c'est tellement savoureux quand, dans la cuité d'écoute, la justesse de formulation, ça souffle, quoi. Moi, je m'en remets pas. C'est un truc, ça fait une 30aine d'années que ça m'émeut même. Vous voyez, quand le souffle parcourt un collectif, il en devient inspirant. Alors, souvent, on assimile l'aspiration à la production d'idées neuves. Je crois très souvent que le chemin vers la découverte d'une idée neuve commence par la renonciation à une croyance ancienne. Et je pense qu'on est vraiment sur un moment paradigmatique actuellement, où on a vraiment une question à se poser. Vous voyez, je regardais les chenilles récemment. Une chenille, elle a 16 pattes. Là, je sens que je vais passionner ceux qui nous écoutent. Le bestiaire entomologique. Elle a 16 pattes, et dans les 16 pattes, elle en a 6 utiles et 10 qui servent à rien. C'est de la déco au niveau de la chenille. Quand elle sort de la chrysalide, où elle a vécu cette mutation du rampant vers le volant, le papillon, il n'a que 6 pattes. Il en a perdu 10. Il y a un renoncement à 10. Alors chez elle, c'est instinctif, elle n'a pas à s'interroger. Chez nous, il faut nous interroger et choisir. Quels sont les 10 points d'appui, pattes, appui sur le sol, appui sur la connaissance, appui sur nos dimensions expertes, auxquelles il faut renoncer pour être en capacité de nous déployer et de nous envoler, quoi. Donc là, il y a un vrai travail de discernement. Vous voyez, donc je vous redonne ces 3 petites pépites qui seraient à creuser, mais qui sont tellement enthousiasmantes. La capacité à voir, à éclairer et à
être inspiré et inspiré. Et j'aimerais boucler ce petit découverte du leadership en 3D par ce qui, pour moi, est actuellement le plus nécessaire. Déjà, les 2 premiers leaderships, on est content si on y arrive, mais pour moi, si on y arrive, on va être éclairant, mais pas nécessairement transformant. La signature du moment où nous allons parvenir à la transformation, pour moi, il est dans le leadership de présence. Alors le sketch, c'est que c'est les 2 grandes voies d'entrée dans le leadership de présence, c'est l'impuissance et la perte de sens. C'est étonnant, ça ne vous rappelle pas une situation dans laquelle on serait vaguement et ça, je crois que c'est vraiment à entendre. La perte de puissance, surtout les hommes, ils adorent ça, est globalement peu valorisante, identitairement, extrêmement inquiétante, et quand vous doublez la perte de sens, de la perte de puissance, de la perte de sens, là, vous avez une anxiété, une angoisse qui monte. La peur, elle a un objet, on sait de quoi on a peur, l'angoisse, c'est un état. Et on voit bien quand on maille la perte de puissance et la perte de sens, l'angoisse monte. On voit le temps qu'on est en train de vivre. Là, on fait quoi avec ça? À part le constat et la dénonciation. Je crois qu'on peut entendre, quand il n'y a plus de sortie, c'est peut-être qu'il y a une entrée. Et je crois qu'on est sur un moment très particulier, vraiment, d'appel à entrer dans la présence. Alors, pour en parler longuement, parce que c'est un vrai sentier de découverte, je vais vous donner 3 petites pépites sur la présence. La première, pour moi, je vous ai dit qu'on entrait dans la puissance par la projection, on entrait dans le sens par l'appétence de voir. Je crois qu'on entre dans la présence par la capacité d'écoute. Toutes les traditions spirituelles sont unanimes là-dessus. Shema Israël, écoute Israël. Saint Benoît, il a toujours dans ses statuts une grande oreille. L'écoute est la première capacité. Et je crois qu'actuellement, la puissance, quand elle est face à un mal, elle est en quête de solutions pour le résoudre. Elle a raison. Mais je crois que le temps que nous vivons, quand nous sommes face à un mal, Aristote disait que le mal est l'absence d'un bien. Il ne parlait pas en théologien, mais en philosophe. Actuellement, on a une vraie question. Les maux que nous traversons, avant de vouloir les résoudre, est-ce que nous écoutons les biens dont ils sont l'absence? La maladie est l'absence de la santé. Qu'est-ce qu'un homme en santé? Il y a un vrai sentier là à découvrir. Sauf qu'il faut accepter de ne pas savoir. C'est pour ça que la puissance a du mal à rentrer dans l'écoute, parce que l'écoute est, encore une fois, concave. Elle ouvre un espace vacant. Il y a un affrontement. Les orientaux, je pense que les japonais sont beaucoup plus opérants que nous là-dessus. Ouvrir un espace vacant pour être en capacité d'écouter. Sachant que l'espace vide n'est pas dans la panique du fait qu'il faut absolument le remplir parce que c'est un échec de la puissance ou du sens. L'espace vide, c'est un espace ouvert qui peut-être peut être une capacité à recevoir ce qui va être donné. Je crois qu'on a quelque chose à vivre comme ça. Et je termine en disant 2 petites choses sur la présence. La capacité d'écoute va donner une capacité à être présent à s'ancrer. Un ami breton me disait, par beau temps, l'équipage regarde l'horizon, par vilain temps, il regarde le capitaine. Et à la tête du capitaine, ce que ça va donner sur le bateau. Je crois qu'on est sur un temps où moins il y a de visibilité, plus il faut de vision. Et cette vision, au lieu de la produire pour la projeter, je crois qu'il y a un appel actuel peut-être à entendre, à s'arrêter, à écouter, et dans l'écoute, à apprendre à s'ancrer. S'ancrer dans l'instant présent, oui, mais dans la profondeur de qui nous sommes. L'ancrage actuellement, en plein vent, de toute façon on le sait, en 99, on a vu les résineux qui ont les racines à fleur de terre ont été embarqués, les premiers, par la tempête. Donc on est sur un temps actuellement où je crois que les 2 axes premièrement structurants sur la présence sont l'écoute et l'ancrage. Et le dernier, il se passe quoi? Faites l'expérience, vous l'avez déjà faite. Il se passe quoi quand vous écoutez, quand nous écoutons et que nous sommes ancrés? Nous aimons. Et je crois que le paradoxe du temps, c'est que, et l'amour, je ne le dis pas de manière romantique ou projective d'un humanisme décroché du réel, qu'est-ce qui permet une connaissance d'être pas simplement éclairante, mais transformante? C'est quand elle est portée par une bienveillance, qui est un mot valise qu'on voit à peu près partout maintenant, mais au sens de voir le bien et de veiller au bien.
étonnamment, là, l'amour va donner à la lumière cette capacité de pénétrer, d'entrer à l'intérieur. Et parce qu'elle entre à l'intérieur, d'être transformante. Alors, on pourrait beaucoup le creuser. Je n'ai pas l'espace pour le faire maintenant. Ce que j'aimerais boucler avec vous, si ça vous dit. Maintenant que j'ai dit tout ça, on en fait quoi? Et ça a été ma grande question. Et c'est vrai que moi, je le vivais avec les dirigeants avec lesquels je travaille. Ça peut être d'ailleurs tout seul avec le dirigeant hors entreprise, ça peut être inter-entreprise, et c'est beaucoup aussi à l'intérieur de l'entreprise, en intra, pour permettre une transformation de l'entreprise dans le sens que j'ai évoqué. Et en fait, je me suis retrouvé affronté à mes limites sur le fait que j'avais la capacité à l'éclairer, souvent, mais moi-même, je m'affrontais à la difficulté de la transformation. Et c'est vrai, Muriel, quand je t'ai rencontré avec cette naissance de la fabrique des leaders éclairés, ça a été une vraie découverte pour moi, parce que on m'avait posé la question, pouvez-vous me donner un exemple de leader en 3D? Donc à part moi, je ne voyais pas. Hein. En fait, c'est pas vrai, parce que moi, je sais bien qu'il y a des niveaux où je suis pas, enfin, il y a des dimensions où je suis pas au niveau. Et j'étais arrivé à cette conclusion, grâce à certains de mes clients d'ailleurs, que l'homme providentiel en 3D qui va révolutionner le monde, je ne pense pas qu'il est né. Et je pense que nous sommes sur un temps où nous n'avons pas à attendre le leader en 3D, mais nous avons à former des collectifs qui couvrent l'ensemble de ces aptitudes. Et je le vois avec les comités de direction, même les comités exécutifs, hein, on arrive à discerner dans ces collectifs qui est le plus porteur de quoi, et au lieu que ce soit en mode d'opposition, qu'on arrive à le cheviller en mode d'abord articulé fonctionnellement et organiquement du point de vue vital, pour que ces 9 pépites soient habitées par le collectif, les uns étant gardiens les uns des autres, et qu'ensemble, nous exercions ce leadership en 3D. Je ne crois pas qu'un homme tout seul le peut. Une fois que j'avais dit ça, je le travaillais avec certains collectifs de dirigeants, et en même temps, j'ai touché mes limites sur le fait que cette transformation soit profonde et pérenne, malgré le fait que ceux qui étaient dans l'entreprise avaient à cœur d'y aller. Et quand j'ai croisé la fabrique des leaders éclairés, ça a été un vrai déclic, parce que je me suis dit, pour y parvenir de manière éclairante, satisfaisante et transformante, il faut le faire avec un collectif. Et je dirais que maintenant, on y va à plusieurs intervenants. On y va en bande. Et c'est vrai que je suis très frappé de voir que nous nous sommes entourés. Certains sont plus pertinents sur le sens, d'autres sur la présence, d'autres sur la puissance. Et nous proposons à ces collectifs d'entreprises de travailler dans ces dimensions. On fait ce que vous connaissez avec les KPI sur la puissance, c'est-à-dire, vous savez, tout ce qui est des marqueurs évaluatifs de là où nous en sommes. Moi, la fabrique des leaders éclairés, notamment Muriel, hein, qui a beaucoup plus le sens que moi de ça, a eu cette capacité que j'ai trouvée assez géniale de... parce que vous voyez, la puissance, elle s'évalue. Et c'est pas trop dur de mettre des KPI en termes de mesure. Mais comment on fait pour le sens et la présence? Et Muriel a eu cette intuition, parce qu'elle a cette forme d'intelligence, hein, qui n'est pas la mienne, de travailler sur le fait d'avoir un système évaluatif et appréciatif que l'entreprise elle-même se donne, c'est-à-dire les critères sont travaillés avec les dirigeants, l'équipe de l'entreprise. On n'arrive pas avec un système que nous plaquons, mais quelles sont sur ces 3 dimensions les attentes de transformation que l'équipe dirigeante, le CODIR, le COMEX et les collaborateurs, qui sont toujours la signature finale du fait que les choses sont opérantes, et les clients, parce que c'est eux qui sont servis, quelles sont leurs attentes en 3D?
Alors bien évidemment, on commence par travailler par soustraction. Quels sont les endroits où il y a des creux? Quels sont les endroits sur la puissance, sur le sens, sur la présence qui ne sont pas au rendez-vous? Comment pourrions-nous nommer l'objectif vers lequel vous voulez tendre, la finalité qui est porteuse de tout ça, et quel est le chemin à mettre en place pour que cette trajectoire de l'homme vers son humanité, du collectif vers sa cohésion, des résultats vers leur obtention, du sens vers sa diffusion, nous puissions y parvenir. Et là, c'est vrai que je le vis de manière un peu émerveillée parce que j'en avais rêvé, la fabrique l'a créé. C'est-à-dire que ce moment dont moi j'étais en attente, vous savez, ceux qui essayent d'éclairer les dirigeants, c'est une vieille tradition. Hein. Aristote était, je ne me compare pas, hein, moi je joue dans un bac à sable, hein, mais Aristote était aux côtés d'Alexandre le Grand, Thomas d'Aquin était aux côtés de Saint-Louis. Bon, Platon a essayé d'être à Syracuse, ça n'a pas été convaincant. Hein. Mais voyez comment on va mailler la sagesse et le business. Ben, je crois que nous sommes dans un temps incroyable qui, moi, m'enthousiasme, c'est que c'est possible. Alors, c'est possible comment? Ben, je crois que la fabrique des leaders éclairés, ce n'est pas le seul, mais est un des comment qui est actuellement proposé. Merci, Denis. Tu m'entends? Merci, merci pour tout ça, ça me touche vraiment. Donc merci de ce retour. Je savais pas que, j'imaginais pas que ça puisse être t'émerveiller autant et que tu prennes autant de plaisir à mettre ce qu'on fait en place, enfin ce qu'on fait dans nos accompagnements avec les dirigeants. Je voulais, écouter, comme le temps passe très rapidement. Je pense que je voulais remercier toutes les personnes qui nous écrivent. J'ai lu tous les commentaires et vraiment, Céline disait, on se sent en famille, et c'est vrai que je vois au travers de vos commentaires que ça résonne pour vous. Donc Denis, voilà, tu le liras aussi. Donc écoutez, merci à tous d'avoir participé à cette matinale, d'avoir interagi comme ça. Merci Denis de nous avoir inspirés par tes paroles. Moi, je reste toujours, tu sais, ça fait 2 ans qu'on se connaît, mais je reste toujours, à chaque fois que tu animes, que je découvre des choses différentes, et il y a d'autres mots qui m'impactent et qui résonnent aussi. Donc, merci pour ça aussi. J'espère que vous aussi été très inspirés. Je vois beaucoup de merci, que ça a résonné pour vous et que peut-être que pour certains, ça vous donnera l'idée de commencer, enfin, ou de continuer, soit d'initier, soit de continuer à faire cette transformation, ce cheminement, parce que je reprends les paroles qu'on avait de la dernière matinale de Florent Mengo, donc le président de Michelin, qui disait que de toute façon, cette transformation, et tu l'as redit, Denis, aujourd'hui, c'est dans le sens de l'histoire, quoi. Il faut la faire. Il y a des attentes des collaborateurs pour le faire, il y a des attentes de l'écosystème pour le faire, donc il faut le faire. Donc tu nous as donné des pistes ce matin pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire, où est-ce qu'on pouvait s'appuyer pour développer ce leadership, en fait, et pour faire en sorte qu'il soit opérant dans les entreprises. Hein, donc, merci d'avoir fait ce lien aussi entre ce que tu portes et la vision que tu as depuis des années, puisque je sais que c'est le fruit du travail d'accompagnement que tu as fait depuis 20 ans, et puis le côté opérationnel qui est en train de se déployer dans les entreprises et au travers des accompagnements qu'on réalise notamment et qu'on réalise avec toi. Donc, merci beaucoup à tous. Je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine matinale qui aura lieu le 2 juin prochain et qui sera animée par une femme extrêmement brillante. Alors, je vais mettre j'avais prévu et je vais le faire. Je vais vous mettre les images. Voilà, comme ça, vous aurez, et le lien aussi avec le site. Donc, le 2 juin prochain, venez assister à la matinale d'Hélène Bernicot. Hélène, j'ai eu un échange avec elle il y a 15 jours. C'est une personne extrêmement inspirante. C'est une des seules femmes à être banquière aujourd'hui. Donc, je ne dis pas ça parce que je suis une femme, mais quand même, c'est une vraie fierté. Et c'est vraiment aussi quelqu'un d'inspirant qui nous parlera de son expérience, de sa vision, de comment est-ce qu'elle mène cette barque et cette transformation au sein d'Arkea Bank, en fait, qui est filiale du Crédit Mutuel. Et puis, le 14 juin, nous aurons Gérald Carsanti. Je crois, tout à l'heure, tu l'as cité, Denis, donc, qui est le patron de SAP France et qui nous parlera aussi du leadership. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous pour avoir passé cette matinale avec nous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour
des prochaines aventures et une exploration au cœur du leadership. Passez une belle journée, prenez soin de vous et puis à très bientôt.